Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. Je m'appelle Thibaut Surini, je suis chargé de mission dans l'association Fibois Grand Est, qui est l'interprofession régionale de la forêt et du bois en région Grand Est. Et on va intervenir à 4 avec mes collègues qui se présenteront à leur tour pour vous parler des circuits courts dans les usages complémentaires du bois. L'idée est partie de plusieurs choses. Tout d'abord, un besoin qui a été ressenti lors de précédentes conférences où on s'interrogeait un petit peu sur l'organisation de la filière, sur la disponibilité du bois, etc. Et on s'est dit que dans les conférences que j'ai pour ma part l'occasion d'organiser plutôt pour parler du bois dans la construction, ce serait intéressant de faire le lien avec la ressource, avec la transformation du bois et aussi avec l'énergie, qui peut aussi vous concerner dans les bâtiments ou dans les projets que vous pouvez porter. Cet événement est porté donc par Fibois avec aussi la Maison européenne de l'architecture dans le cadre des Journées de l'architecture. Voilà, donc c'est sur ce festival, juste une information, donc c'est un festival qui a lieu jusqu'au 31 octobre, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les événements qui peuvent se dérouler dans votre entourage et à des dates qui peuvent vous arranger. Simplement, pour la bonne tenue de cet événement, comme je vous l'avais dit par mail, n'hésitez pas à interagir alors par le chat, donc la conversation écrite à côté. Pourquoi ça permettra une meilleure écoute. Donc on vous invite à couper bien votre micro et votre caméra, donc c'est tout à fait respecté, je vous en remercie. Et puis, si vous êtes amené à intervenir, n'hésitez pas à vous présenter par votre nom, prénom et structure. Pour information, donc, cet événement est enregistré, donc il sera consultable aussi en ligne par après. Alors le temps pour nous de mettre les choses en ligne, on vous tiendra informé dans les prochains jours. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat, encore une fois, puisqu'on aura une trace écrite. On n'aura peut-être pas la possibilité de répondre à tout aujourd'hui, par manque de temps sûrement, mais on va justement voir pour faire des réponses écrites, tout d'abord, qu'on pourra vous transmettre. Et puis aussi, vos interrogations pourront nous permettre de recenser des besoins à venir, puisque la réunion d'aujourd'hui se veut assez généraliste, assez introductive, j'ai envie de dire, à toutes les thématiques en lien avec la filière forêt-bois régionale. L'idée est que, voilà, si on ressent des besoins partagés et qui nous semblent aussi prioritaires, eh bien, on pourra organiser aussi des conférences spécifiques avec peut-être des intervenants plus spécialistes d'un sujet ou d'un autre, avec peut-être des visites de bâtiments. Bref, n'hésitez pas à nous remonter vos questionnements et on pourra envisager un cycle de conférences et d'événements adaptés à vos besoins. Alors, de quelle filière parle-t-on? On parle d'une filière forêt-bois qui commence de la graine à la cendre et qui regroupe effectivement de nombreuses activités. Vous avez effectivement un schéma ici représenté où on part bien de la forêt de la récolte, avec ensuite différentes étapes de transformation et différents usages. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de synergie entre tous ces domaines. C'est-à-dire que, comme le dit le titre, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. On ne parle jamais de déchets dans la filière forêt-bois, mais bien de produits connexes, puisqu'il y a énormément de matière qui peut être valorisée, bien sûr en bois d'œuvre, mais aussi en bois énergie ou bois d'industrie. Et tout est connecté. Et ce qu'on tient aussi à vous dire et à vous montrer dans la présente présentation, pardon, c'est pas très joli, mais c'est de montrer qu'on a toutes les compétences sur le territoire régional. On a vraiment un savoir-faire déjà qui est effectivement incarné par de nombreuses entreprises, que ce soit des TPE, des PME ou des entreprises, je dirais, multinationales. Et que, effectivement, en ce sens, la région représente un énorme potentiel de valorisation de la matière bois. Encore une fois, quel que soit l'usage. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, en distinguant finalement les différents secteurs que cela concerne. Donc, le plan on parle d'abord de la disponibilité forestière dans un contexte qui évolue effectivement de jour en jour. On parlera de la transformation du bois, notamment du secteur du sciage, de l'industrie lourde. Et puis, on verra par deux aspects donc, comment utiliser et vivre avec des bois régionaux. Est-ce que c'est déjà une réalité? Est-ce que c'est un mythe, etc. Donc, avec un distinguo entre l'aspect du bois qui est utilisé en construction et l'aspect du bois qui est utilisé pour l'énergie.
Donc, je passe de suite la parole à mes collègues. Donc, d'abord, Madame Laurie Schiff et Monsieur Cédric Luneau, donc, qui vont intervenir de manière successive pour vous parler tout d'abord de la disponibilité forestière. Laurie, je te passe la parole. Laurie, on ne t'entend pas. Non, toujours pas, Laurie. Est-ce que c'est le micro sur ton téléphone, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Il y a de l'écho, là. Ce sont les aléas du direct. Laurie, essaye de parler, là. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, là. À toi. Ok, super. Alors, moi, je vais vous présenter toutes des informations autour de la gestion forestière et de l'activité forestière. Donc, tout d'abord, on va parler un peu du cycle des peuplements. Thibaut, diapo d'après. Donc, je vais vous présenter rapidement un peu la gestion forestière. On va distinguer 4 grandes étapes sur le cycle d'un peuplement. Donc ici, vous avez l'exemple d'un peuplement de feuillus, mais on va retrouver des similitudes avec les peuplements de résineux. Donc la première étape va vraiment être le stade des semis où voilà, les arbres sont vraiment à l'état encore de plantes, de végétaux. Après, on va avoir toute l'étape où voilà, donc on va avoir le peuplement qui grandit, mais qui reste encore très jeune, où on ne va pas encore pouvoir valoriser le bois. Ensuite, on va rentrer dans la troisième étape avec, on va pouvoir commencer à exploiter le peuplement, et on a aussi le peuplement qui commence à devenir mature jusqu'à atteindre la maturité et l'objectif qu'on lui a fixé. Donc là, on va commencer à faire la récolte finale tout en pensant à la reconstitution derrière pour garder un couvert boisé. Donc là, voilà, vous avez une idée des temps de chaque étape, sachant que ça va être très différent en fonction de l'essence et du peuplement. Pour les résineux, on va être sur des temps qui vont être plus courts, car ce sont des essences qui croissent plus rapidement. Et voilà, donc ça, c'est le schéma qu'on va retrouver le plus au niveau des peuplements français, mais il existe aussi d'autres méthodes avec des couverts continus où on va avoir les 4 étapes du peuplement mélangées au sein d'un même peuplement. On va ensuite passer au côté un peu plus réglementaire et législatif autour de la gestion forestière. Donc la gestion forestière est réglementée par le Code forestier, qui est un recueil de textes réglementaires et législatifs. Et donc qui va fixer certaines obligations au niveau des propriétaires privés ou publics. Ensuite, on va avoir le document de gestion durable, qui est un document qui va être obligatoire à partir d'un peuplement de plus de 25 hectares. Donc, il va porter différents noms en fonction de si c'est des propriétaires privés ou publics. Et ce document d'aménagement a pour objectif d'avoir une prévision en fait du peuplement sur, en général, c'est entre 15 et 25 ans. Pour essayer de voir tous les travaux et tous les types de coupes qui vont pouvoir être faites, mais aussi l'objectif de la parcelle, le type d'essence, et avoir une description aussi, pour essayer vraiment de faire une gestion sur une longue période, vu que la forêt est quand même sur un pas de temps très long. Et enfin, on va aussi avoir des labels certificateurs, donc on a des nombres 2, PEFC et FSC, qui vont c'est quelque chose qui est volontaire. Les propriétaires peuvent adhérer à ces labels certificateurs, et en adhérant, ils vont s'engager à respecter certaines clauses qui vont garantir une gestion durable des forêts. Et donc ces labels-là vont être soumis à contrôle. On peut faire ensuite un point d'étape sur la ressource forestière. Donc tout d'abord au niveau national, on a 33% du territoire français qui est couvert de surface forestière. Donc vous pouvez voir excusez-moi. Vous pouvez voir la localisation sur la carte que vous voyez à droite.
Et donc, on a une proportion on a beaucoup plus de forêts privées, avec 75% de forêts privées que de forêts publiques, on n'a que 25%. L'accroissement va être de 90 millions de mètres cubes. Si on compare au volume récolté, on voit qu'on récolte quand même moins de la moitié de l'accroissement annuel. Si on passe maintenant au Grand Est, donc le Grand Est représente 11% de la surface forestière nationale, avec 35% de la région qui va être la surface boisée. Et à l'inverse du national, justement, on va avoir plus de forêts publiques que de forêts privées. On va avoir un accroissement donc, de 13,6 millions de mètres cubes. Et cette fois, si on compare avec la récolte, on voit qu'on récolte plus de la moitié de l'accroissement au niveau du Grand Est et que cette récolte correspond à 19% de la récolte nationale. Les produits qui sont majoritairement récoltés vont être le bois d'œuvre, qui vont être valorisés au niveau de la charpente ou de la menuiserie, dans des usages plus nobles. Mais il ne faut pas oublier que derrière la forêt, on retrouve plein de métiers et plein de gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui représentent 2500 entreprises avec 4500 salariés, avec différents métiers comme gestionnaire, pépiniériste, entreprise de travaux forestiers, et voilà, tout ce genre de métiers. On va ensuite passer à la répartition au niveau des essences. Donc le Grand Est est une région qui est majoritairement feuillue, avec 80% de feuillus sur le territoire. Donc là, on a quatre grandes classes, donc le chêne, le hêtre, les autres feuillus et les résineux, avec une majorité d'épicéas et de sapins pour le Grand Est. Quand on regarde après au niveau des anciennes régions, on voit quand même qu'il y a pas mal de disparités entre ces anciennes régions. Si on regarde au niveau de la Lorraine, donc c'est quelque chose qui ressemble grosso modo à la répartition au niveau du Grand Est, mais si on regarde au niveau de la Champagne-Ardenne et au niveau de l'Alsace, on voit qu'en Champagne-Ardenne, on va avoir une plus grande proportion de chênes et d'autres feuillus, notamment le peuplier, et beaucoup moins de hêtres et de résineux, alors qu'en Alsace, ça va plutôt être l'inverse, on va avoir plus de hêtres et de résineux, surtout dû à la présence du massif vosgien. Parlons un peu donc de la récolte. Donc, on a l'évolution de la récolte de 2005 à 2018. Si on regarde la récolte globale, on voit qu'il y a des fluctuations au fil des ans, mais on voit que la récolte reste à peu près stable, avec quand même une légère augmentation ces dernières années. Si on regarde maintenant les trois grandes qualités de bois, donc le bois d'œuvre qui va plus être donc, charpote, menuiserie, le bois d'industrie qui va plus être tout ce qui va être panneau, et le bois énergie, on voit que le bois d'œuvre reste relativement stable au niveau du volume récolté. C'est également vrai pour le bois d'industrie. On voit par contre que le bois énergie, que la part du bois énergie augmente, ce qui explique aussi l'augmentation de la récolte globale. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de vagues de chaleur ces dernières années, avec des étés de plus en plus chauds. Et donc, tous ces vagues de chaleur-là vont impacter directement l'écosystème forestier. Donc, par rapport à ça, on a le GIEC, qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui ont essayé de faire des prévisions pour savoir comment le climat pouvait évoluer au fil des années. Et donc, ils ont imaginé 6 scénarios. Donc ici, on ne va en avoir que 4. Donc vous avez le scénario le plus optimiste, donc en vert, qui va être l'objectif d'avoir une neutralité carbone à l'horizon de 2080, et le plus pessimiste, qui va être une croissance comme la croissance actuelle, avec toujours basée sur les énergies fossiles. Donc on voit que la différence entre ces deux scénarios est quand même flagrante à l'horizon 2100, avec le plus pessimiste, on aura plus 1 degré, jusqu'à le plus pessimiste, on aura plus 6 degrés. Si on regarde maintenant l'impact que ça va avoir sur l'écosystème forestier, 1 degré va faire une grosse différence au niveau de l'écosystème forestier. Et donc, on voit que les essences vont être de moins en moins adaptées, car la température, ils ne pourront plus supporter la température. Donc, la première essence qui va être le plus touchée est l'épicéa, comme on le voit actuellement. On en reparlera par la suite, mais après, on va voir sur le sapin, le hêtre. Et en fonction du scénario dans lequel on va se trouver, on pourra envisager différentes solutions en essayant d'aider au mieux l'adaptation des forêts avec les essences actuelles, mais aussi avec de nouvelles essences.
Je vous ai pris l'exemple de la répartition du hêtre. Donc, entre son aire de répartition actuelle et son aire de répartition en 2100. Donc là, on se trouve dans le cas d'un scénario intermédiaire du GIEC, où ils estiment une augmentation moyenne de température de 2,4 degrés. Cependant, on voit quand même que l'aire de répartition du hêtre va être fortement diminuée, avec plus de la moitié de son aire de répartition qui va disparaître. Donc, même 2 degrés supplémentaires vont avoir une conséquence sur l'évolution des écosystèmes forestiers. Donc, comme je vous le disais, on a de plus en plus de vagues de chaleur ces dernières années, particulièrement en 2018, où c'est là où a commencé la crise sanitaire des forêts, notamment avec les attaques de scolytes sur l'épicéa. Mais par la suite, on voit que toutes les essences sont impactées par ces crises sanitaires, dont principalement donc l'épicéa, le sapin, le hêtre, le chêne, également le frêne. C'est une crise qui ne se passe pas uniquement en France, c'est une crise qui est au niveau européen. Donc là, vous avez 4 pays européens et les volumes des bois dépérissants qui sont estimés en 2018 et en 2019. Si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, donc il y a eu 36 millions de mètres cubes en 2018, on a quand même 165 millions de mètres cubes en 2019 et les dégâts continuent d'augmenter. Si on regarde maintenant en France, on était plutôt à 1 million de mètres cubes en 2018, on est aujourd'hui à 4 millions de mètres cubes en 2019, et voilà, c'est pareil, c'est des volumes qui continuent d'augmenter car la crise n'est pas finie. Si on regarde maintenant au niveau des surfaces, donc là c'est une carte qui va montrer le pourcentage des surfaces de bois dépérissant, donc toutes essences confondues. Donc là c'est uniquement pour les forêts publiques, mais ça donne une image en fait des régions qui sont les plus touchées. Donc on voit quand même que les crises sanitaires sont particulièrement dans le grand quart nord-est de la France, avec les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et on voit que certaines zones sont plus touchées, comme le sud de l'Alsace, le nord de la Franche-Comté, ou encore les Ardennes, l'Aisne ou l'Oise. Si on regarde un peu maintenant donc, au niveau des volumes et des essences, donc, en 2018, on avait 670 000 mètres cubes de bois d'épicéa qui ont été scolités et qui ont été estimés. En 2019, on était à 2 millions de mètres cubes. Donc on voit que la crise continue d'augmenter. Et si on regarde maintenant par rapport à la proportion totale de bois dépérissant estimée, donc il y a 2,6 millions de mètres cubes, on voit que l'épicéa occupe la plus grande part avec 2 millions de mètres cubes. Donc la crise scolite est quand même particulièrement impactante au niveau des forêts et mon collègue Cédric va vous en dire plus. Cédric Luneau, donc chargé de mission première transformation, va prendre le relais. Cédric, ton micro est coupé là, on ne t'entend pas. Vous m'entendez là? Il y a beaucoup d'écho là. Oh. Cédric, ouais, il y a encore de l'écho. Vas-y. Vous m'entendez, Thibaut? Oui, c'est bon. D'accord. Désolé. Donc, Cédric Luneau, chargé de mission chez Fibois Grand Est. Je suis plutôt sur le secteur de la première transformation, mais j'interviens notamment sur les scolites. Voilà pourquoi, du coup, je vais vous présenter dans l'état de la situation. Globalement, du coup, qu'est-ce qu'un scolite? Bon, c'est un insecte de la famille des coléoptères qui mesure entre 4 et 6 mm de long, qui vient se loger sous l'écorce pour se reproduire. Et qui, du coup, une fois cette reproduction effectuée, va s'envoler au-delà de températures d'une vingtaine de degrés, donc les premières douceurs. Généralement, on a 1 à 2 générations de scolites. Aujourd'hui, avec les étés chauds et secs qui affaiblissent les arbres et avec les hivers plutôt
plutôt court et peu humide, on a une prolifération et on peut avoir jusque 3-4 générations de scolytes par an. Donc globalement, l'arbre, généralement, une fois qu'il a été infecté, il meurt sur pied et surtout, on le verra tout à l'heure, dans les moyens de lutte, il y a la récolte précoce des arbres. Il faut savoir que du coup, une fois que le scolyte a piqué, il est accompagné d'un champignon qui bleuit du coup la surface de l'arbre, mais qui n'attaque en rien du coup la qualité mécanique. Donc ce qu'il faut retenir de là-dedans, c'est que le scolyte typographe, il est naturellement en forêt, il attaque normalement au bois de Chablis, et le fait d'avoir des conditions spécifiques actuelles, donc de réchauffement climatique, fait que on a une explosion des colonies. Bon, tu peux passer peut-être là. Voilà, donc la situation actuelle du test, on est passé en situation épidémique dans le quart nord-est depuis fin 2018. Au global, on estime en forêt publique l'équivalent de 20 000 à 25 000 hectares de surface en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Le département santé des forêts, donc directement relié au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, estime à environ 9 millions de mètres cubes d'épicéas impactés. Au niveau des interpros, on fait une enquête régulière au niveau des représentants de la récolte forestière pour voir un petit peu au niveau de la mise sur le marché combien de volumes ont été désignés, martelés. Et on estime à peu près ce volume, donc 4 millions et demi de mètres cubes qui ont été désignés, martelés depuis, donc dans les deux régions, hein, depuis le début de l'observatoire, donc c'est-à-dire depuis septembre 2018. Thibaut, peut-être l'autre diapo. Donc là, pour vous montrer un petit peu les différentes crises et les retours d'expérience qu'on a eu sur d'autres tempêtes, puisque je vous l'ai dit, le scolyte il est présent naturellement en forêt, ça nous a permis d'avoir un peu une base sur l'évolution des suivis des colonies, qui prend à peu près la même courbe à chaque tempête. Globalement, une situation endémique où le scolyte est présent de manière naturelle, et une fois qu'il a trop une fois que les conditions le permettent, donc c'est-à-dire en ce moment les conditions chaudes et les hivers doux, ou alors un aspect, une tempête par exemple qui serait venue faire tomber beaucoup d'épicéas, vous auriez du coup une phase où la matière et les conditions le permettent, où les colonies se reproduisent, ils sont plus dynamiques, pardon. Donc vous avez une phase de montée en puissance des colonies. Et ce qu'il faut retenir de ce diagramme, c'est finalement, vous avez deux façons de voir les choses, c'est-à-dire de réagir, et donc du coup d'adapter des moyens de lutte, ou de laisser faire. Et on voit que du coup la courbe de redescente des colonies est plus ou moins forte en fonction des moyens de lutte mis en œuvre ou pas. Donc Thibaut, peut-être l'autre diapo pour vous expliquer comment la lutte s'organise au niveau du Grand Est. Il faut savoir déjà que du coup la préconisation pour les propriétaires, il y avait une question qui était liée, je crois, qui avait été remontée en lien avec d'éventuels insecticides ou autres, à savoir qu'on ne traite pas les arbres sur pied. Potentiellement, vous pouvez adapter des produits, mais qui seront forcément sur des arbres abattus. Donc la première des préconisations, c'est de repérer le plus tôt possible les foyers actifs de scolyte, c'est-à-dire une fois que les arbres ont été piqués, récolter rapidement. La DRAC, le ministère, préconise 4 semaines environ pour localiser, identifier, abattre et sortir les bois de forêt. Ce qui fait qu'on a un délai relativement court. Et surtout, on a, avec 4 millions de mètres cubes, 4 millions et demi de mètres cubes de bois sur les marchés, on a des marchés qui sont complètement saturés en résine blanc. Ce qui veut dire que les propriétaires se retrouvent avec peu de débouchés. Donc pour faire face à cette situation,
Il y a une mobilisation globale de la filière avec une charte de bonne pratique, une charte de gestion collaborative de la crise scolite qui a été signée par l'ensemble des parties prenantes et les gros acteurs, les gros faiseurs du coup de l'ensemble de la filière forêt-bois régionale pour rendre prioritaire l'utilisation de bois scolité. Donc aujourd'hui, par exemple, vous utilisez du bois de Syrie qui provient du Grand Est, vous utilisez du résineux, vous avez de grandes chances que ça soit du bois scolité. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas bleu? C'est que généralement, pour les aspects esthétiques, les scieurs vont purger plus pour pouvoir sortir des produits qui restent à peu de choses pas identiques avec ce qui était déjà vendu avant la crise. Voilà. On a eu aussi du coup la mobilisation des pouvoirs publics hein, pour aider la filière aussi à aller dans ce sens, pour récolter plus. Je crois que la région Grand Est, par exemple, a adapté son aide au renouvellement des peuplements forestiers pour revoir des seuils de surface éligibles de façon à pouvoir intégrer les peuplements scolités. Donc ça, c'est des aides directement mises en place pour les propriétaires forestiers. Il y a aussi eu des aides mises en place pour les entreprises, avec notamment une aide à la vente de trésorerie pour les entreprises de première formation, puisque l'idée c'est de sortir les bois de forêt rapidement. Vaut mieux que les grumes soient sur un parc agrumes en forêt, hors de forêt, en Syrie, plutôt qu'elles restent sur pied. Le ministère de l'Agriculture a récemment mis aussi à disposition une aide à la commercialisation des bois scolités, donc c'est pas une aide à l'exportation, hein, le critère c'est de rester sur le sol français et de sortir des régions où le scolite est très actif. Alors à cela, il y a encore beaucoup d'autres il y a encore d'autres pistes qui sont étudiées actuellement. Bien entendu, les aides au reboisement qui devraient venir dès l'année prochaine et des aides aux plateformes de stockage. Voilà pour ce qui est de la situation scolite. Je peux laisser la main à ma collègue Laurie. Donc je vais clôturer cette partie en vous présentant les différentes pistes de réflexion que les forestiers sont en train de réfléchir pour voir comment aider la forêt à s'adapter et à être plus résiliente et plus résistante. Donc c'est des choses qui sont déjà mises en œuvre, mais qu'il va falloir essayer de prioriser pour essayer vraiment d'avoir une diversité de peuplement pour éviter d'avoir des crises sanitaires de l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Donc on va avoir principalement d'utiliser la diversité avec le mélange d'essences, mais aussi avec la diversité génétique, donc par la régénération naturelle. On va aussi donc d'apporter des nouvelles essences qui viennent pas de nos massifs forestiers. Et donc l'objectif va pas être de remplacer l'ensemble des essences par de nouvelles essences, mais vraiment de créer en fait une diversité au niveau des peuplements forestiers avec des essences qui seraient plus adaptées au climat qu'on aura à l'avenir. On peut aussi donc avoir des essences qui viennent de chez nous, mais avec des provenances de régions plus du sud de la France. Et donc, le dernier point, c'est de reconstituer sur des petites surfaces pour éviter d'avoir vraiment des étendues de peuplement d'une seule essence. Voilà, on en arrive à la fin de cette première partie. Merci à Laurie, merci à Cédric. Je vous laisse peut-être faire un petit topo des questions qui ont pu remonter. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les remonter via le chat sur cette première partie, c'est le moment. Et puis, on se donne 10 minutes pour essayer de répondre aux questions qui ont pu être remontées. Je vous laisse la main. Et Laurie, il y avait une question d'un intervenant par rapport à l'âge à quel âge un peuplement résineux est mature pour la récolte, puisque tout à l'heure tu as parlé des cueillis. Donc l'âge d'exploitation va dépendre du peuplement, mais aussi de l'essence résineuse. Mais on va avoir comme je disais, une exploitation plus rapide de la productivité des essences résineuses. Donc ça va plus être à partir de 55 ans, mais on peut aller sur des temps plus longs en fonction de l'essence résineuse.
j'ai l'impression qu'il y a quelques questions qui me concernent. Donc, est-ce qu'un bois scolyté a les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un bois non scolyté? Oui. Alors aujourd'hui, il y a des études qui ont été développées notamment par des Belges, qui montrent que les résistances mécaniques sont totalement appropriées pour la construction sur un bois scolyté. Ensuite, j'ai une autre question, mais qui est un petit peu plus longue. J'entends parler d'une crise connexe en grand test en transformant de grandes quantités de bois scolyté. Les scieries produisent plus de chutes de codex qui ne sont pas tous collés immédiatement. Donc, on a un projet de production d'industrie verticale. Cédric, je me permets juste, le son est assez sourd. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît, pour être bien audible? Vous avez entendu la réponse du coup sur la première question? Peut-être, oui, sur la première, je pense que oui, mais peut-être répéter la deuxième, s'il te plaît. D'accord, donc la deuxième, elle est un peu en deux parties. Effectivement, donc actuellement, vu la... Alors on le verra dans la partie transformation du bois, mais globalement, une scierie qui scie du coup des grumes en produits finis, produit l'équivalent de 40 à 50% de produits connexes. Donc les produits connexes, ça va être des chutes, ça va être de la sciure, ça va être des copeaux, ça va être des écorces. Et effectivement, actuellement, on se rend compte que il y a beaucoup de produits connexes sur le marché émanant de scieries, puisqu'il y a beaucoup de volumes transformés en lien notamment avec les crises sanitaires. Il faut savoir que cette situation, elle est liée au marché actuellement. Elle est liée aussi à certains types de transformations qui sont en train de changer, ou tout du moins des consommateurs qui sont en train de revoir un peu leur type de consommation. Aujourd'hui, il y a des espoirs, notamment de trouver des nouveaux dispositifs pour valoriser, type la chimie verte, type l'énergie, type la prochaine usine Pavatex qui va ouvrir et qui va produire des nouveaux panneaux d'isolants en bois. Voilà, les marchés sont en train de changer, mais effectivement, il y a quelques difficultés actuellement sur le Grand Est au niveau des connexes, situation qui se retrouve notamment en Bourgogne-Franche-Comté, qui se retrouve aussi dans le sud avec actuellement Tarascon, la grosse usine papetière qui a quelques difficultés aussi. Donc il y a des nouveaux enjeux par rapport à ce marché. Oui. Peut-être, Cédric, je peux me permettre un complément par rapport à cette question, avec le projet de Black Pellet qui est évoqué. Oui. Donc, Claire, peux-tu juste te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Claire Juncker, chargée de mission à Fibois Grand Est, notamment sur les aspects en lien avec le bois énergie. Donc pour répondre en complément à la question de Monsieur Biot, donc il y a effectivement un projet qui a été évoqué récemment dans les médias sur le site de Fessenheim, visant à fabriquer des granulés qu'on appelle les black pellets, qui sont effectivement torréfiés et qui sont plus denses que les granulés à destination du particulier. C'est une entreprise qui est déjà en train de construire un site à côté de Reims, européenne de biomasse, qui a ce projet. Et dans leur thématique, enfin dans leurs approvisionnements aujourd'hui envisagés, il y a plusieurs types de bois, et il pourrait aussi s'agir effectivement de chutes de bois. Ça peut être assez varié, et notamment, pourquoi pas, des connexes issus de la seconde transformation de produits scolytés. Ça, c'est des choses qui sont envisagées par la structure. Donc le lien se fait. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est effectivement dans la valorisation des types de bois, et une valorisation des épicéas qui se ferait en bois d'œuvre est quand même plus intéressante, et permet quand même de mieux respecter aussi un peu les différents types d'usages qu'une valorisation qui pourrait être en bois d'industrie ou en bois énergie en dernier recours. Donc il faut trouver des solutions complètes à tous les types d'essence,
et au global, on va dire, pour tous les types de bois, quoi. Et ça fait partie des projets qui pourraient permettre effectivement d'utiliser ce type de produit. En connexe, hein, j'entends. Y a-t-il d'autres questions, Laurie ou Cédric? Alors, il y avait une question sur les caractéristiques d'un bois scolité. Caractéristiques mécaniques. Oui, j'ai répondu juste avant, hein, comme quoi on n'avait pas de perte mécanique sur des bois scolités. Ils sont purgés directement en scierie et on reste sur des bois qui sont utilisables pour tout type d'usage. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Autre question, vas-y. mais c'est juste que les questions sont assez longues, donc du coup, attendez, bougez pas, je lis et je retranscris. Oui, par rapport à la filière du coup récolte, 2500 entreprises, 4500 salariés, quelles sont les tendances à venir, comment vous percevez l'avenir, on va dire, par rapport à ça. Ensuite, les questions sont assez complètes, donc je pense qu'on peut aussi, on reviendra aussi par écrit plus spécifiquement sur ces questions-là, pour vraiment rentrer dans le détail. Bah, si ça vous va, je vous propose peut-être de continuer sur ta partie, Cédric. De toute façon, pour information, il y aura un dernier temps d'échange aussi en toute fin de réunion, hein, donc on pourra peut-être revenir sur des éléments. Et puis peut-être que les parties qui vont suivre vont aussi répondre partiellement ou totalement à vos interrogations. Cédric, je te laisse la main. Oui, merci Thibaut. Du coup, pour parler de la transformation du bois, il faut déjà parler des usages d'un arbre. Donc, Thibaut, est-ce que tu peux tourner la page? Merci. Donc, du coup, la sylviculture amène du coup à des produits forestiers donc sur pied. Une fois récoltés, il faut savoir qu'il y a un tri sur l'arbre abattu. Généralement, on garde. Alors, vous avez là sur ce diagramme-là la partie des volumes. Globalement, on peut considérer 35% par exemple de bois qui va être utilisé pour le bois d'œuvre, donc le plaquage, tranchage, le sciage bien entendu, menuiserie, pour les chaînes, la méronderie et ainsi de suite. La partie haute, qu'on appelle du coup surbille, partira en bois d'industrie, qui représente globalement 35% à peu près du volume de l'arbre. Et ensuite, le houppier, donc, qui est toute la partie branchue, qui va représenter environ 30% de l'arbre récolté, qui sera destiné du coup au chauffage, la quête forestière et bien entendu tout ce qu'on laisse aussi sur sol, ce qui peut des fois rester du coup sur la coupe et qui permet le retour au sol du coup et la fertilisation des sols. Tout à droite, vous avez aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est la valeur sur pied de chacune des parties de l'arbre, qui montre bien du coup que pour un propriétaire forestier, les recettes sont issues du bois d'œuvre, bien entendu, et que le bois d'industrie et le bois énergie sont des sous-produits de cette sylviculture, de cette récolte, pardon. Voilà Thibaut, tu peux peut-être passer sur la deuxième. Donc ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, c'est qu'on est bien sur une économie circulaire. Comme je vous l'ai dit, du coup, la récolte de bois va générer du bois d'œuvre, du bois d'industrie et du bois énergie. Le bois d'œuvre, du coup, on le voit en haut à droite, partira directement vers la scierie. Le bois d'industrie et le bois énergie, généralement, sont classés comme BIBE, donc partent directement vers d'autres débouchés. Hein. On le voit vers soit la production d'énergie, ou soit du coup les usines en lien avec la production
parquets, de panneaux, etc. Il faut savoir aussi du coup une scierie, donc j'en parlais tout à l'heure, une scierie qui va rentrer du bois d'œuvre aura ce qu'on appelle un rendement en matière proche de 50%. Donc globalement, 50% de produits vont sortir, donc de produits issus du sciage, vont sortir de cette entreprise-là. Le reste, on sera sur des connexes. Et les connexes qui repartiront à leur tour vers l'industrie, donc pour de la pâte à papier ou pour de la production de panneaux, par exemple. Sur le marché du sillage plus particulièrement, si on fait un zoom sur la situation nationale, on voit qu'on a environ 1500 entreprises à peu près qui sont affiliées à la première transformation du bois. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la densité et surtout de la taille des ronds sur la carte à droite, on a beaucoup d'entreprises de taille moyenne. Souvent d'ailleurs des petites et moyennes entreprises familiales avec une filiation entre de la famille. Pardon. Le volume moyen scié, du coup, on est aux alentours de un petit peu plus de 8 millions de mètres cubes de bois, et vous voyez qu'on est en majorité sur des résineux. Tout ce qui est bérin et bois sur rail, donc c'est plutôt du tranchage plus que du sciage, qui représente une mineure partie du coup des volumes sciés. Pareil, j'attire votre attention du coup sur la carte. Les parties grisées, plus on est foncé et plus le volume de sillage produit est important. Donc comme on peut le voir dans le Grand Est, on est à mi-chemin entre la 3e et la 4e région productrice de sillage, avec des entreprises de taille relativement importante. On rentrera plus dans le détail sur le Grand Est un petit peu plus tard. L'industrie lourde, donc à savoir du coup sur l'industrie lourde, vous avez différentes industries, les usines de pâte à papier. Chez nous, on a à Golbey du coup une grosse usine, Norskog. Nous allons aussi avoir au niveau de l'industrie des usines de panneaux de fibres et particules, avec du coup là une représentativité au niveau des industries. On a un beau panache au niveau français, on a des industries un petit peu partout. Donc à savoir, ces usines-là produisent par exemple l'OSB. Elles vont produire aussi près de, on le voit là dans le tableau, près d'un peu plus d'1 million de mètres cubes de panneaux MDF. Elles vont aussi produire des panneaux de fibres. Et on a un autre débouché au niveau du bois d'industrie pour tout ce qui est contreplaqué et panneaux décoratifs, où là on va être sur des quantités un petit peu plus faibles, aux alentours des 255 000 m3 de produits au niveau français. Tout à l'heure on est passé trop vite sur une slide, donc c'est vrai que dans l'industrie lourde, comme dans le sillage, je dirais dans les entreprises de première transformation, de plus en plus on a un nouveau débouché sur la chimie verte et qui présente du coup un fort potentiel d'avenir. Je voulais en parler tout de suite, comme ça sera fait et ça répondra à quelques questions aussi qui nous étaient remontées. Il faut savoir qu'au niveau de la chimie verte aujourd'hui, on a quelques projets exemplaires, mais souvent les projets sont encore au stade de laboratoire. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont accompagnés pour essayer de sortir et démultiplier le process pour le rendre à une échelle un peu plus industrielle. Typiquement, dans le Grand Est, on a la zone de Golbey, donc à côté de la papeterie Norskog, qui aujourd'hui présente de nombreuses entreprises qui souhaitent aller vers de la chimie verte. On a une autre zone aussi à Carling qui se développe aussi dans ce sens. On a des projets d'hydrogène vert aussi qui sont assez prometteurs, avec un laboratoire à Sainte-Ménéhould je crois que c'est dans le 51 ça, et une autre zone à Strasbourg. Chibois, on accompagne aussi le projet Extra Forest. Globalement, c'est un projet qui va zoomer sur tout ce qui est extractif de bois. Donc les extractifs forestiers, c'est des molécules que l'on peut extraire des structures de l'arbre généralement. On a pu constater, en tout cas les premiers résultats sont assez prometteurs,
qu'il y a une forte concentration au niveau des nœuds, et donc qui pourrait permettre de se développer en chimie verte. Voilà, je referme cette parenthèse. Thibaut, tu peux passer la diapo. Je voulais vous montrer par rapport à ce slide du coup l'importance de la construction bois, qui est un peu le moteur de la filière. Donc là, vous avez globalement la valeur ajoutée par maillon ou par différents marchés, pardon. On voit que la construction, ça représente globalement 50% à peu près de la valeur ajoutée générée dans la première transformation. On estime à peu près à 20 milliards d'euros le marché de valeur ajoutée, soit 82% de l'ensemble de la création de la richesse de la filière. À ça, il faut ajouter 4 milliards et demi d'euros de valeur ajoutée en lien avec le commerce de gros et tout ce qui est détail, tout ce qui est service, pardon. Voilà, donc important à voir. Ça reprend aussi directement je peux faire le parallèle avec du coup le slide que je vous ai montré au tout premier sur les parties de l'arbre. Effectivement, le bois d'œuvre, c'est la partie la plus noble et la plus rémunératrice pour un propriétaire forestier. On voit que le bois d'œuvre est directement lié aussi à la construction bois. Thibaut, tu peux passer à l'autre slide. Donc pour vous montrer aussi, comme on parle d'économie, un petit peu un zoom sur le commerce extérieur. On voit que la filière forêt-bois présente un déficit récurrent à peu près de l'ordre de 6 milliards d'euros. Donc c'est vrai, aujourd'hui on importe plus que ce qu'on exporte. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une baisse d'année en année par rapport à cette balance déficitaire. C'est directement lié notamment avec la modernisation des entreprises et la structuration de la filière. Je vous ai mis du coup à droite les volumes de bois d'importation par produit. Donc on voit que le bois d'œuvre a à peu près un tiers de bois d'importation. Et on voit surtout qu'au niveau du bois d'industrie, par contre, on explose cette importation. Alors effectivement, beaucoup d'entreprises de ce secteur sont des gros groupes internationaux pour lesquels des flux sont déjà implantés ou pour lesquels les accords sont passés avec d'autres pays. Voilà, donc retenez quand même qu'effectivement, il y a de l'importation, que la filière se structure, que cette marge notamment, on essaie d'exporter de plus en plus, lié notamment à la modernisation des outils de travail. Si je passe du coup au grand test, le grand test, donc si on vous propose un zoom là, c'est pour vous montrer l'importance de cette filière-là à l'échelle régionale. Le grand test, on compte à peu près 250 scieries en activité. Et donc globalement, c'est des entreprises implantées en zone rurale, plutôt proches des massifs forestiers qui accompagnent du coup leur activité. Vous avez sur la carte en bleu répertorié du coup les scieries de feuillus. Et en rouge, les scieries résineuses. Donc, on a plus de concentration au niveau des Vosges, bien entendu, sur les résineux, et à l'inverse, du coup, les flux plus établis vers l'ouest de la région. Thibaut, tu peux passer la diapo. Par rapport aux approvisionnements, du coup, puisqu'on est sur la thématique ressources locales, on peut voir qu'il y a une concordance au niveau des différents territoires et au niveau des entreprises pour avoir des approvisionnements plutôt à l'échelle d'un département, voire de plusieurs départements. Si je prends notamment sur le territoire Alsace, on peut constater que on a une part d'approvisionnement qui provient de l'étranger, mais effectivement on est relativement proche de l'Allemagne,
on est accolés même, c'est nos voisins. De la Belgique aussi, et du coup, voilà, on a une part de bois qui provient de ces régions-là, de ces pays-là, pardon. Alors qu'en territoire de Lorraine, par exemple, c'est plus sur un approvisionnement vraiment au niveau des 4 départements. Donc, globalement, la moyenne d'approvisionnement, aujourd'hui, le transport coûte cher. Donc c'est vrai que les scieries ont peu d'intérêt à aller chercher très loin leur bois. Thibaut, du coup, voilà, sur le zoom par rapport au produit du sillage, donc je vous ai sorti les chiffres de 2018 dans le Grand Est. On est à peu près j'ai fait une petite erreur, c'est total sillage Grand Est qui pas France. On a aussi un peu moins d'1,5 million de mètres cubes de bois, qui représente à peu près 18% du sillage à l'échelle française. On est beaucoup plus marqué, on est plus marqué au niveau du sillage de Resi 2. Et à savoir, ce qui est intéressant, c'est que globalement, on va scier à peu près 51% du volume de sillage de hêtres à l'échelle nationale. Et pareil, au niveau du sapin épicéa, on scie à peu près 24% de l'ensemble des volumes nationaux. Donc, ce qui est directement, comme on l'a vu, hein, vu que les rayons d'appro sont assez faibles, ça reflète directement nos peuplements forestiers. Thibaut, prochaine diapo. Donc, par rapport à la structuration de la filière, Laurie en a parlé tout à l'heure sur les établissements. On a eu une question autour du nombre d'entreprises et autour de son évolution. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble du sillage et l'ensemble des entreprises du sillage restent de taille modeste et que 20% globalement c'est le 20-80 quoi. 20% du chiffre d'affaires et 80% du chiffre d'affaires est effectué par 20% des entreprises. Cédric, peux-tu te rapprocher de ton micro? Oui, pardon. Je peux faire. Voilà, globalement au niveau de la filière qu'il faut retenir, et surtout régionale, au niveau de la production, on est à un peu plus de 2,7 milliards d'euros de richesse en 2015, c'est 3% de la richesse produite dans le Grand Est. Donc c'est vrai que ça reste quand même une filière de poids. Et une filière forte en devenir, si je reprends les quelques mots du début de présentation. Ensuite, je terminerai juste je vous ai parlé du coup, et je vous ai localisé certaines entreprises, simplement pour vous rappeler un outil qui a été développé en 2016 et qu'on essaie de maintenir à jour régulièrement. C'est l'annuaire des produits bois du Grand Est. Alors certes, il n'y a peut-être pas toutes les entreprises, mais au moins il y en a quelques. Donc c'est un annuaire qui vous permet de faire une recherche par produit ou une recherche par essence et qui va vous permettre de localiser des entreprises plus ou moins à côté de chez vous qui produiront du coup une production de produits que vous recherchez et à l'essence que vous recherchez. Et donc voilà, il a été développé par Fibois et on a bénéficié du soutien de nombreux partenaires là-dessus. C'est vraiment un outil filière. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, c'était un peu perturbant les bips du téléphone. J'espère que vous n'avez pas. C'est le succès, ça. Merci Cédric. Écoute, Laurie, je voulais savoir si tu avais repéré des questions peut-être à faire remonter sur cette partie, s'il te plaît. Alors, il n'y a pas de question, mais il y a une remarque sur le fait que la construction est bien moteur de la filière bois pour le résineux, alors qu'on a 2/3 des forêts françaises qui sont feuillues. Et qu'il faudrait développer des solutions qui sont déjà existantes, mais pas forcément assez développées, comme terre de hêtre, par exemple.
Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ça, Cédric. Sinon, on a une autre question. Avec 2,7 milliards de richesses, quelle différence par rapport à la valeur ajoutée? Là, on parle de l'ensemble de la filière, hein. En gros, c'est le poids de la filière. Dans l'économie, la valeur ajoutée, je parlais vraiment de valeur ajoutée des entreprises de première transformation. Peut-être juste pour revenir sur la remarque précédente, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de recherches qui est faite pour valoriser les bois feuillus. On va en parler aussi juste après. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de textes, notamment réglementaires, qui facilitent l'usage des bois résineux, qui sont notamment plus légers et mieux caractérisés, mais on avait mené effectivement notamment une campagne de caractérisation du hêtre, par exemple. Il y a des bâtiments qui se sont construits aussi en structure hêtre, et on va voir par après aussi des usages en valorisation de feuillus, notamment en extérieur. Et puis il y a la partie bien sûr aménagement, donc extérieur, intérieur, qui est aussi un potentiel de développement fort pour les feuillus. Voilà. Y avait-il d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce que tu peux mettre la diapo précédente, Thibaut, s'il te plaît? Oui, je ne bouge pas. Donc, j'ai une question sur ces analyses chiffrées existent-elles sur un gammage plus fin que celui du Grand Est? Du coup, la plupart de ces analyses se basent sur des données AGRES, donc qui sont fournies par le ministère de l'Agriculture, qui sont disponibles du coup librement, hein, sur Internet. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de zoom plus fin pour, je pense notamment à l'échelle des départements ou des EPCI. Aujourd'hui, on a des difficultés pour avoir on peut aller jusqu'à un département dans pour certaines gammes de données, mais pas pour tous. Donc voilà, si on veut que ça soit représentatif, on reste sur le Grand Est. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des données spécifiques. Nos contacts sont affichés en fin de présentation. Laurie, y a-t-il d'autres questions? Non, c'était tout pour cette partie. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vous propose de continuer. Alors, c'est à mon tour. Hein, je vais mettre la caméra. Voilà, écoutez, c'était pour vous parler un petit peu dans la continuité, hein, de l'usage du bois dans la construction et de l'aménagement. Donc on va surtout parler, comme on le disait, plutôt circuit court aujourd'hui, et comme je le disais en introduction, ça va être assez superficiel, mais c'est pour vous donner des billes et déjà des premiers outils et exemples de ce qui se fait au niveau régional, pour vous montrer un peu le potentiel de valorisation du bois, dans le contexte qu'on a évoqué juste avant. Donc simplement rappeler que le Grand Est est quand même une région motrice en France, avec une part de marché du bois dans la construction qui est supérieure au niveau national. Alors certes, qui reste inférieure, on va dire minoritaire, ne serait-ce que sur le marché de la maison individuelle. On a en gros 10% des maisons qui sont construites aujourd'hui qui sont construites en bois, donc en région Grand Est, contre 6% au niveau national. Donc à la fois, on va dire, ça montre le potentiel de développement, mais aussi ça montre que on a une plus forte expérience et un goût peut-être plus prononcé pour l'usage du bois dans la construction dans nos régions. Pour répondre à ces besoins, on a de nombreuses entreprises et savoir-faire présents sur le territoire. Donc, vous avez les données qu'on a là encore récupérées d'une étude avec l'INSEE et la DRAF, Grand Est. Donc, ne serait-ce que sur la construction bois, 5390 établissements pour plus de 11 000 salariés. Et n'oublions pas, bien sûr, l'aspect ameublement avec 980 établissements pour 5150 salariés. Je tenais à vous rappeler aussi, ou à vous présenter une étude que nous avions menée il y a quelques années maintenant, pour montrer le potentiel mécanique des bois qui poussent dans nos régions.
et notamment donc axé sur les résineux blancs qu'on a donc typiquement donc de l'épicéa ou du sapin. L'idée, c'était de montrer et de voir finalement quelles étaient les caractéristiques mécaniques de ces bois, puisque trop souvent, on entendait un peu l'image cliché que les bois scandinaves ou autrichiens étaient forcément meilleurs que le bois vosgien. Et en fait, il n'en est rien. C'était important de le prouver aussi par des chiffres scientifiquement significatifs. Et donc, on a mené une étude avec le FCBA, qui est un institut technologique reconnu au niveau national, qui a testé plus de 600 planches et on a cassé donc plus de 600 sur des bancs d'essai et a pu démontrer que plus de 90% de la ressource de sapin épicéa du massif vosgien était d'une qualité mécanique C30. Alors, le C30, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est un indicateur du module de rupture de la planche. Enfin, j'arrête ici pour le côté mécanique, mais c'est largement supérieur aux besoins des professionnels et notamment aux besoins en construction. Donc tout ça pour montrer que parfois le bois est un peu vite déprécié par son aspect esthétique, mais que voilà, il n'en est rien au niveau des caractéristiques intrinsèques du matériau et notamment au niveau de sa résistance mécanique. Et que finalement, aujourd'hui, ce bois vosgien a notamment été utilisé dans de nombreux bâtiments. Alors, bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, ce que je vais vous montrer là, mais clairement, on essaie bien sûr de recenser des bâtiments faits en bois local. Alors, c'est du bois régional, parfois même issu de la commune. Ça, c'est vraiment lorsque on dirait on a une motivation aussi du maître d'ouvrage, qui peut notamment être une commune forestière qui a envie de valoriser son bois. Et donc aujourd'hui, on a des bâtiments, que ce soit de l'équipement, du logement, de l'aménagement, qui sont construits sur la région avec du bois régional, encore une fois, ou local. Ça aussi pour vous montrer que c'est aussi possible de prendre du retour d'expérience sur ces bâtiments, sur les équipes qui ont travaillé dessus, si vous souhaitez effectivement construire avec du bois en circuit plus court que ce que vous pouvez faire d'habitude, par exemple. Et puis, un petit focus notamment sur le périscolaire de Tendon ou le bâtiment de Preuchdorf, ou la maison du vélo. Oui, pardon, les trois sont plutôt très représentatifs de l'usage du hêtre, notamment, que ce soit en intérieur ou même en structure pour le bâtiment. Il y a eu c'est une concrétisation des essais structurels qui ont montré que le bois lamellé collé en hêtre pouvait aussi servir à faire des bâtiments. Et puis, toujours pour continuer de manière non exhaustive, il y a le bâtiment ONF et la Chambre d'agriculture d'Épinal qui a été réceptionné il y a quelques jours seulement et qui valorise beaucoup de bois local, avec notamment une valorisation de différentes essences selon les étages du bâtiment. Les Woodies de Xertini, avec aussi une valorisation du hêtre. Et enfin, donc un dernier exemple, c'est un hôtel porté par un maître d'ouvrage privé, un hôtel à Brighton Bar, qu'on a aussi accompagné à utiliser du châtaignier en revêtement. Et donc, il a tenu à ce que le châtaignier vienne des forêts de la commune. Et on a réussi, avec un scieur aussi à proximité, avec tous les interlocuteurs allant des forestiers jusqu'à la transformation du bois, à mener ce projet de valorisation de châtaignier en revêtement. Et pour rester dans ce thème et vous montrer que les bois feuillus ont de l'avenir, très clairement, il y a aussi, soulignons, un exemple de valorisation du châtaignier en Tavaillon. C'est ce qu'on appelle aussi des bardeaux, qui sont globalement des tuiles en bois, qui aujourd'hui font l'objet d'une production dans une entreprise d'insertion à proximité de Saverne. Et voilà, on n'avait pas de producteur de Tavaillon de châtaignier il y a encore 5 ans, et je crois qu'ils se sont lancés il y a 3-4 ans maintenant. Et ont pu déjà réaliser des premiers chantiers et ont fait l'objet d'une récompense aussi au niveau national sur la valorisation des bois français. Ça rejoint un petit peu l'outil qu'on vous a présenté tout à l'heure, le catalogue des produits bois du Grand Est, où justement on peut trouver des acteurs qui produisent et qui valorisent des bois locaux dans des produits plus ou moins techniques, puisque on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais on peut aussi trouver des producteurs
de bois abouté, de bois en panneaux de bois massif pour servir en structure. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont présents sur le territoire régional et on n'a plus forcément besoin, je dirais, d'aller chercher des bois autrichiens qui certes ont eu peut-être beaucoup d'années d'avance en termes de production et sont peut-être un peu plus connus, mais aujourd'hui on a une gamme qui se développe et une filière qui se structure. On a beaucoup parlé aussi, bien sûr, de la situation sanitaire aussi en forêt et de l'usage des bois scolités. Je pense que le message important, c'est que malgré l'afflux de matière qui est conséquent, il faut aussi retenir que le bois scolité peut être utilisé en structure. Et c'était un des messages portés par l'interprofession lors du salon Habitat et Bois à Épinal l'année dernière, où toute la structure et toute la charpente ont été conçues à partir de bois scolité. Alors, on y voyait parfois un peu de bleuissement, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était important de délivrer le message que la tenue structurelle est tout à fait assurée et que voilà, c'est pas du tout un frein à l'usage de ces bois et qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des scieries, s'il y a un volume scolité qui est majoritaire, mais ça n'empêche en rien les usages, notamment en bois d'œuvre. On a même donc noté le projet un projet étudiant de l'école d'ingénieurs d'Épinal, l'ENSTIB, avec l'école d'architecture de Nancy, qui ont le projet d'étudier une halle communale sur la commune de Sanchet dans les Vosges, spécifiquement en bois scolité, donc c'était une demande du cahier des charges. Aujourd'hui, voilà, pour valoriser du bois régional ou du bois même plus local encore, il y a plusieurs outils. Ça, c'est important à connaître. Il y a beaucoup de productions littéraires et bibliographiques, donc là-dessus, on vous invite à... N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des références, donc à la fois des références de bâtiments, mais aussi des références en termes de méthodologie. Et donc, vous avez des documents qui existent, notamment un que l'on a publié avec l'Association des communes forestières du Grand Est, qui est apporté des élus, donc des maîtres d'ouvrage, pour les aider justement à construire en bois, et pourquoi pas en bois local. Notre démarche est avant tout d'essayer de sensibiliser au bois et à la construction bois. Un projet bois ne se réfléchit pas comme un projet, par exemple, en béton ou en brique. Il faut beaucoup anticiper, il faut associer les bons acteurs en amont du projet. Et tout cela, je dirais, ce sont des réflexes à prendre et à inculquer, je dirais, à des personnes qui se lancent. Et donc, ce genre de production bibliographique est là pour aider. Bien sûr, après, on reste à disposition de toutes les personnes qui sont intéressées pour venir accompagner des projets spécifiques. Il y a aussi donc d'autres partenaires, que ce soit d'autres interprofessions. Il y a un document aussi du parc des Vosges du Nord qui parle de la construction en bois local, ou encore donc l'association Adiv Bois au niveau national qui a rédigé un document très complet donc à l'usage des maîtres d'ouvrage. Je tiens à signaler donc qu'un site internet aussi existe qui s'appelle ambition-bois.fr et vous y retrouverez beaucoup d'outils aussi sur la construction bois et notamment des outils économiques, des outils pour des solutions techniques pour construire en bois. Sur l'aspect circuit court, je voulais vous parler de cet outil qui a été développé par FCBA, qui s'appelle donc DE Bois. Vous avez le site internet en haut de la diapo. Il a une vocation, je dirais, de calculer notamment et de mesurer l'impact carbone et de sortir des fiches FDES. Donc, ce sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire sur les produits qui peuvent être utilisés dans les bâtiments. Ce genre de site et d'outils peut vous permettre de mesurer donc l'impact d'un bâtiment en rentrant des données typiquement sur l'approvisionnement en matière, sur les matériaux utilisés, sur les distances parcourues par les transports, etc., etc. Vous pouvez donc avoir une mesure très fine de l'impact de votre bâtiment dans le cadre aujourd'hui, on le sait, de la réglementation aujourd'hui, à venir, réglementation environnementale 2020, qui attache une grande importance à l'analyse de cycle de vie et à l'impact carbone. Voilà. Donc en termes de valorisation des circuits courts, on peut avoir des outils, je dirais, scientifiques qui prouvent nos dires aussi dans le cadre de la réglementation. Et puis, pour terminer, peut-être succinctement,
N'oubliez pas que nous avons un panorama bois qui est mené par toutes les interprofessions de France, qui permet de recenser des bâtiments bois construits dans le Grand Est. Pourquoi j'en parle? Parce que ça permet notamment de repérer des projets où les bois sont de provenance régionale. Donc ça peut aussi donner du retour d'expérience et peut vous permettre de contacter les équipes qui ont travaillé sur des projets qui valorisent du bois régional. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez, comme je le disais, donc les coordonnées de tous les professionnels qui travaillent sur chaque bâtiment, que ce soit le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, donc architecte, mais aussi les entreprises de construction bois et bureaux d'études, par exemple. Et sur chaque professionnel, vous pouvez cliquer sur ses corps de métier et trouver toutes les références que ce professionnel a pu renseigner dans cet outil. Et donc, ça peut vous donner, encore une fois, des contacts et un réseau pour mieux construire en bois régional demain. Voilà, j'en ai fini avec cette partie, encore une fois, très succincte. L'idée était de balayer un petit peu largement la construction régionale et comment utiliser du bois régional dans les constructions et les aménagements d'aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pas de questions, mais une remarque sur le bâtiment de la Chambre d'agriculture, qui est le premier bâtiment de France certifié PEFC en bois français, en feuillu résineux. Tout à fait, oui, merci de la précision. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a parlé de gestion durable, notamment des forêts, en tout début de présentation, avec notamment les labels PEFC, FSC. C'est vrai que ce sont, alors sans être spécialiste, ça permet de garantir finalement sur toute la chaîne de transformation et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la production même d'un bâtiment. Donc oui, merci beaucoup de la précision. D'autres commentaires ou remarques? Non, c'est tout. Si vous avez des questions, je vous invite, n'hésitez pas à continuer à intervenir dans le chat. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'enchaîner directement avec la partie de Claire Juncker sur le bois énergie. Claire, je te passe la main. Oui, merci Thibaut. Donc, on a voulu vraiment réfléchir et vous proposer des éléments sur la totalité des usages du bois. Et là, on va finir un peu sur les types d'usages par le bois énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voulait aussi un peu respecter cette hiérarchie des usages entre les différents types de bois. Et sur le bois énergie, c'est quand même un usage historique pour se chauffer. Mais il y a quand même quelques éléments qui nous paraissaient importants de rappeler. Et puis aussi réussir à vous montrer le fait qu'on rentrait entièrement dans le cadre d'un circuit court quand on parle de cette énergie. Alors, peut-être en point un peu pour poser les choses, le bois, c'est à l'échelle du Grand Est la première énergie renouvelable. Donc ce graphique qui est issu de la DREAL montre que 41% des productions d'énergie renouvelable en 2017 dans le Grand Est sont liées au bois énergie. Alors, c'est pas quelque chose qui est récent, comme je le disais tout à l'heure. On est quand même sur un usage qui est assez historique et une énergie qu'on connaît depuis longtemps. Ce qui se développe par contre davantage, c'est tout ce qui est biocarburant, énergie éolienne et géothermie, notamment qui petit à petit prennent aussi une part un peu plus importante et permettent au fur et à mesure d'augmenter la production d'énergie renouvelable avec le bois aussi qui garde une part importante. Si on regarde un peu maintenant par type de combustible, du coup, le premier, le plus utilisé, du coup, Thibaut, je veux bien que tu passes à la diapo. Merci. Le plus utilisé aujourd'hui est la bûche. C'est le premier combustible à l'échelle du Grand Est encore, même si on a un peu l'impression et on pense que c'est, on va dire, un usage un peu désuet, il reste beaucoup utilisé.
Et il s'agit aujourd'hui de 3,3 millions de tonnes consommées par à peu près 460 000 ménages sur le Grand Est. Alors, ces chiffres reprennent le chauffage principal et le chauffage d'appoint, qui est aussi dans ces données. Pour ce qui est de la production maintenant, on est sur des chiffres qui sont mal connus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le bois de leur propre forêt, par exemple, ou alors donc ce qu'on appelle un peu l'autoconsommation, ou alors passer aussi par des filières un peu grises sur lesquelles on n'a pas forcément de chiffres, on va dire, clairs et précis. On estime grosso modo que la production est à peu près égale à la consommation et que sur ce type de combustible, l'offre rejoint la demande. On interroge toutefois les professionnels du Grand Est et sur un échantillon de personnes qui nous ont répondu à une enquête qu'on fait tous les 2 ans, on peut regarder sur le graphique qui est ici présenté que par exemple les producteurs sur le territoire alsacien s'approvisionnent à 86% sur le territoire alsacien, les Lorrains sur leur territoire à 63% et les Champardonnais qui ont répondu, encore une fois, ce n'est pas une enquête exhaustive, nous disent s'approvisionner à 100% sur leur territoire. Quand on parle de circuit court, effectivement, il faut réfléchir à l'approvisionnement et aussi à jusque là où on va. Là, c'était pour montrer quand même que globalement, les forêts, effectivement, sont très présentes sur le territoire et que les producteurs trouvent de quoi faire sur le territoire. Sur la diapo suivante, on peut voir qu'est-ce qu'il en est pour les débouchés. Et alors là, si on regarde, là vous avez une petite carte qui montre que 68% du bois bûche produit sur le territoire reste en Grand Est. On a une petite part qui part principalement en Allemagne, sur les pays étrangers, où le prix du bois de chauffage est un peu plus cher en fait, et donc il y a un intérêt quand même pour notamment celui qui peut être vendu par les frontaliers français. On a une petite part aussi qui part vers la Bourgogne-Franche-Comté, et vous voyez 15% qui va vers l'Île-de-France. Alors ça reste assez proche. C'est vrai que l'Île-de-France est vraiment proche des territoires de l'ex-Champagne-Ardenne. Et les 12% qui partent plus vers le sud-est de la France, alors là, effectivement, un peu plus loin, parce que notamment sur le territoire de Lorraine, on a quelques gros producteurs et on a sur le territoire du Grand Est, de manière globale, une ressource en hêtre qui est assez recherchée pour ce type de produit. Donc voilà pour la partie un peu bois bûche. Des outils qui peuvent exister, juste ça c'est pour information. On a une démarche de qualité qui existe au niveau national, France Bois Bûche, et qui est déclinée à l'échelle du Grand Est, qui permet de retrouver des professionnels engagés pour proposer un bois de qualité en toute transparence. On va ici retrouver des gens qui notamment s'engagent à respecter les essences qu'ils proposent, l'humidité qui est importante, notamment pour ne pas avoir de soucis de rendement énergétique et limiter l'impact sur la qualité de l'air, et aussi une transparence sur les dimensions des bois en rappelant l'unité légale, c'est-à-dire le mètre cube de préférence. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous donner des pistes en cas de besoin de trouver des professionnels, sachant que l'idée aussi dans cette démarche, c'est de rester sur du bois, sauf exception, qui viendrait du territoire national, éventuellement plus proche, et on reste aussi sur l'utilisation de feuillus et pas de résineux. Voilà. Le deuxième gros combustible, on va dire, si on peut dire ça comme ça, à l'échelle du Grand Est, qui est consommé sur le territoire, c'est tout ce qui est broyat de bois. Alors là, on va retrouver plusieurs types de bois, ou forestiers avec les plaquettes forestières, ou alors des coproduits ou connexes de la première et deuxième transformation. Donc ici, en consommation, on parle de la consommation ici plutôt des chaufferies collectives et industrielles du territoire. On est 1,7 million de tonnes par année, c'est à peu près 1300 chaufferies. Si on regarde maintenant précisément par rapport aux plaquettes forestières qui représentent 65% alors l'affichage n'est pas top là, mais on vous retransmettra le PowerPoint.
En tout cas, sachez que les plaquettes forestières, c'est 65% de la consommation des chaufferies bois. Si on s'en penche un peu plus près, et ben, la production en plaquettes forestières qui est à peu près de 930 000 tonnes par les professionnels du Grand Est vient principalement, là on voit la localisation de leurs approvisionnements, du Grand Est. On a une toute petite part qui vient de Franche-Comté et une petite part qui vient d'autres régions françaises. Voilà, donc ça c'est pour parler aussi du fait qu'on reste sur des choses quand même, des productions de proximité. Et si on regarde maintenant les débouchés des fournisseurs de plaquettes forestières, on a 90% de la plaquette qui reste sur le territoire du Grand Est, avec par contre un rayon de livraison qui est plus important que sur le bois-bûche, c'est-à-dire qu'on va rester sur le Grand Est mais on va aller un peu plus loin. Et une petite part qui part vers la Bourgogne-Franche-Comté et aussi vers les pays limitrophes. Mais ça reste un peu plus anecdotique encore que pour le bois-bûche. Ici, on peut voir que, encore une fois, on reste sur un marché qui est plutôt local. Et je reprécise aussi qu'ici, il s'agit d'enquêtes qui ne sont pas forcément exhaustives, hein, mais qui sont représentatives avec un nombre d'acteurs du territoire considérés comme représentatifs qui ont répondu. Alors sur la plaquette forestière aussi, on a une démarche de qualité et donc un outil pour trouver des professionnels, mais sur le territoire alsacien aujourd'hui. Alors on reste encore sur quelque chose d'alsacien avec une volonté de pouvoir proposer des choses à l'échelle du Grand Est, mais voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc ça fait partie des éléments qu'on est en train de développer. Ici aussi, les professionnels s'engagent à proposer du bois avec une humidité connue, une granulométrie, c'est-à-dire la taille des plaquettes respectée. Ça, c'est important pour qu'on puisse bien coller aux besoins de la chaufferie. Et un produit qui doit être aussi homogène, par exemple, sans corps étranger. Voilà pour ce type de combustible. Et enfin, je vais finir avec le granulé. Donc les granulés de bois qui se développent, hein, ça reste encore un marché qui est assez jeune, avec une consommation aujourd'hui aux alentours de 150 000 tonnes par année, dans à peu près 61 000 ménages du Grand Est. Ici aussi, ce sont des données qui concernent le chauffage principal et le chauffage d'appoint. Voilà, donc ça peut être des chaudières tout comme des poêles. Et alors ici, on estime la production à l'échelle du Grand Est à 160 000 tonnes, donc on est même un peu au-dessus de ce qu'on pense être la consommation. Et elle a beaucoup augmenté cette production puisque elle était de 54 000 tonnes en Grand Est en 2012. Voilà, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un marché qui est encore en train de se développer. Et là, alors, on n'a pas forcément le niveau de détail qu'on avait auparavant sur le fait que le granulé reste ou non au niveau local, dans le sens où les producteurs aujourd'hui passent beaucoup par des négociants et on n'a pas forcément l'information de jusqu'où vont les négociants. C'est un peu plus compliqué pour nous d'avoir les infos. Et aussi parce qu'il manque tout ce qui est donné des grandes surfaces de bricolage et de distribution qui, eux, pour le coup, ne communiquent absolument pas sur leurs données et pour lesquelles on sait qu'il y a des granulés qui sont notamment issus des pays de l'Est de l'Europe, par exemple, qui sont assez souvent revendus. Voilà, donc là, on n'a pas forcément les mêmes infos, mais par contre, il est quand même important de dire que l'approvisionnement en Grand Est, c'est pas forcément le cas dans toutes les usines et dans toutes les régions de France. C'est issu à 84% pour fabriquer les granulés de Conex, de première transformation. Donc tout ce qui est sciure, par exemple, qu'on a quand on scie le bois dans les scieries. Et au niveau des débouchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 85% qui sont revendus à des négociants. Et là, on ne connaît pas forcément leur rayon de livraison. En tout cas, on n'a pas des données complètes. Il y a 12% qui sont revendus directement à des chaufferies aussi. Donc, je disais tout à l'heure, les chaufferies consomment des plaquettes forestières, mais pas que. Il y a notamment aussi du granulé pour certaines. Et 3% qui sont revendus directement à des particuliers. Et là, on sait que ça reste en Grand Est, mais ça représente qu'une part assez petite de ces 160 000 tonnes sur lesquelles on a l'info. Voilà, et donc ici aussi un outil qui existe toujours à l'échelle du territoire alsacien, mais avec aussi des discussions pour voir s'il y a un intérêt à le développer à une échelle plus grande. Donc c'est Alsace Granulé, où un peu dans la même manière, on a des professionnels
pour répondre aux attentes un peu de différentes structures, que ce soit des particuliers ou alors des collectivités qui ont des projets, parce qu'on a des bureaux d'études notamment dans cette démarche. On a des fabricants d'appareils de chauffage aussi, des installateurs. Et là, l'idée, c'est vraiment toute une filière pour accompagner le développement de ce marché. Donc voilà pour les différents types de combustibles bois. Du coup, je vous propose de prendre vos questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Merci Claire. Laurie ou Cédric, je vous laisse la main pour les questions. Oui, alors il y avait déjà 2 réactions sur la première diapositive. D'une part, que le biocarburant n'est pas écologique. Et d'autre part, est-ce que les 41% de l'énergie de Bois Énergie comprend la chaleur et l'électricité? Bon, alors sur la première remarque, voilà, j'ai rien à redire par rapport à ça. Je pense que il y a des choses qui sont faites aujourd'hui et ça, c'est finalement pas forcément aussi les thématiques que je vais connaître le mieux pour en juger. Sur la partie sur la question par rapport aux 41%. Donc, pour moi, il s'agit bien de la production d'énergie totale dans le Grand Est. Donc, la réponse est oui. Maintenant, et oui, selon moi. Maintenant, c'est vrai je ne l'ai pas précisé sur la diapo et ça fait longtemps que j'avais lu le rapport. Donc, je vais vérifier plutôt que d'affirmer potentiellement une grosse bêtise. Et je reviendrai vers Monsieur Gaspard, je crois, qui posait la question. Je regarderai rapidement sur le rapport pour vous dire. Une autre question, est-ce qu'il y a des références du coût de l'énergie pour fabriquer des plaquettes forestières, du bois bûche et des granulés? Alors, c'est intéressant, effectivement, comme question. On s'est posé il n'y a pas longtemps avec d'autres partenaires sur la question. Moi, aujourd'hui, on a accès à des ABAC pour savoir le coût à l'achat pour le particulier. Mais c'est pas forcément du coup la question que vous posez, quoi. Et alors là, moi j'ai pas de prix précis, j'ai pas connaissance d'une étude qui l'a faite, mais il me semble que c'est une question qui est tout à fait pertinente effectivement parce que entre du bois bûche qui est finalement très peu transformé et du granulé. Alors ça doit quand même se répercuter en partie sur le coût au final pour le consommateur, mais c'est vrai qu'on peut voir des évolutions de tarifs qui sont potentiellement plus importantes et qui ne sont pas forcément indexées sur les mêmes raisons économiques, on va dire. Mais là, comme ça, pour répondre à M. Dagneau, j'ai pas les coûts en tête et j'ai pas non plus d'estimation précise à vous donner. Maintenant, il peut être intéressant de se poser un peu plus la question et je pourrais regarder s'il y a des études qui ont été faites aussi. Peut-être que, si vous me permettez, Laurie et Cédric, qui géraient les questions, je veux bien revenir sur 2 questions qui datent d'un peu plus tôt parce que on a encore un peu de temps, qui étaient issues des éléments que j'avais pu apporter sur le projet Black Pellet à Fessenheim. Il y a Monsieur Gaspard qui me demandait, on avait parlé de Connex pour le bois d'œuvre. Alors je pense que j'ai peut-être parlé un peu vite et je me suis peut-être emmêlé un peu les pinceaux. Ce que je voulais dire par là, c'était que pour un épicéas colité qui pourrait servir en bois d'œuvre, les connexes qui restent liés au fait qu'il est scié, donc les sciures, les dosses, délignures, plaquettes, copeaux, eux, aujourd'hui, ont un intérêt effectivement pour entrer dans la fabrication de granulés, par exemple, ou alors dans le panneau ou le papier. C'était bien de ça que je parlais. C'était les connexes de tout type de bois scié à un moment donné. À savoir qu'aujourd'hui, il y a une entreprise, par exemple dans le sud de l'Alsace, qui fabrique des granulés à partir de sciures de 2e transformation du bois, c'est-à-dire qui sont récupérés chez les menuisiers, par exemple. Donc il y a aussi effectivement une utilisation potentielle de tout ce qui est sciure et chute chez les menuisiers et charpentiers. Et par rapport à Monsieur Billot, pardon, qui confirmait effectivement qu'il fallait mettre le bois au bon endroit, vous parlez des études de ressources.
Et donc, peut-être que je peux apporter quelque chose. Vous demandez du coup, dans les études de ressources auxquelles on peut participer, comment la temporalité est-elle gérée par rapport à ces mannes, effectivement, de ce bois disponible en plus en temps de crise, qui seraient voués à ne pas durer. Alors, qui sont voués à ne pas durer, ça l'intitulé de votre question. Du coup, peut-être que ça peut être intéressant juste d'en parler 2 minutes. Aujourd'hui, la dernière étude de ressources que j'ai en tête avait été faite dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme régional forêt et bois, qui a été validé récemment et qui a pour but de définir un peu les enjeux pour la filière forêt-bois sur les années à venir. Et cette étude de disponibilité, en fait, comme on peut l'appeler, alors il y en avait une au niveau national qui avait été faite par l'IGN et le FCBA. Les acteurs au niveau régional avaient alerté en précisant que les chiffres paraissaient importants et un peu trop importants à l'échelle du Grand Est. Alors ça remonte à 2016 ou 2017 à peu près. Et donc il y avait une nouvelle étude qui avait été faite au niveau local. Et notamment l'ONF et le CRPF avaient participé. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais cette étude de disponibilité avait montré qu'il y avait un peu moins de disponibilité que ce qui était dit au niveau national. C'était un peu avant que les choses s'accélèrent et s'amplifient avec la crise actuelle sur les épicéas. Et on voit bien que très vite la situation peut évoluer. Aujourd'hui, les études de ressources, on n'est pas forcément amené à en refaire tous les 2 ou 3 ans. Comment est-ce qu'on fait par rapport à ces périodes de crise? C'est que, par exemple, sur un dossier que je suis, où on regarde un peu la disponibilité potentiellement sur des nouveaux projets d'utilisation de la biomasse bois en chaufferie, on refait des petits points à un moment donné et on essaye de refaire le point sur la situation un peu au cas par cas et au vu de toutes ces nouvelles crises. Mais il est difficile de mettre à jour toutes les données en permanence parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment sur ces aspects-là. Mais on le prend bien en compte, c'est-à-dire que on prend bien en compte qu'on va avoir plus de bois potentiellement disponibles dans les années à venir. Par contre, sur la durée, ça risque quand même. C'est des infos où on ne sait pas forcément la durée derrière, quoi. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair du coup. Laurie, y a-t-il d'autres remarques ou questions? Donc, il y a une réaction par rapport à ce que tu viens de dire, Claire, donc que c'est important d'anticiper les pics et baisses de disponibilité à court, moyen et long terme pour la lisibilité et la confiance entre forestiers, transformateurs et prescripteurs. Et donc, pour cette dernière partie-là, il n'y avait pas d'autres réactions, mais il y avait eu des commentaires sur la présentation de Thibaut, notamment sur voilà, l'importance de donner des prix de construction au mètre carré en bois pour montrer qu'il est possible de construire en bois local à prix compétitif, et une réaction par rapport à ce commentaire sur justement les projets comme ça qui démontrent la compétitivité de bâtiments, de ce genre de bâtiments, et sur aussi notamment par rapport à la prééchelle de l'industrialisation des procédés de construction innovantes. Oui, merci. Juste une remarque sur le coût, effectivement. On a différents, là encore, documents qui peuvent vous donner des appréciations de coûts. Là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que c'est 10 à 15% plus cher, mais sans qu'on sache vraiment de quoi on parle. On invite toujours à raisonner en coût global, puisqu'on se rend compte que la part même du matériau, que ce soit un bâtiment en bois ou en briques, on va dire le coût du matériau dans le coût global du bâtiment ne représente qu'un pourcentage qui n'est pas majoritaire dans le coût global du bâtiment, et que le léger surplus qui pourrait exister, je mets beaucoup de conditionnels, à l'usage du bois et même à l'usage du bois local, quand on le rapporte au coût global du bâtiment et sur son usage aussi sur le long terme, ce qu'on oublie toujours, eh bien on se rend compte qu'il n'y a plus de surcoût. Et que ce soit sur des bâtiments
des maisons individuelles ou des projets plus gros. On sait aussi que les bâtiments performants, notamment les bâtiments passifs, etc., on sait que le bois est parfaitement compétitif aussi sur ce genre de projet. Voilà. Donc là encore, on essaye de valoriser les retours d'expérience que l'on a. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour avoir des indicateurs. Et je pense enfin, là, sur le site Ambition Bois là, que j'ai pu citer, il y a aussi un bilan de promoteur qui est montré. Enfin, voilà, là encore, en tant que promoteur, pour avoir une méthodologie pour intégrer les coûts liés aux matériaux. Voilà. On a eu une autre question, donc plus pour Cédric. Est-ce que tu pourrais développer le projet de déploiement de plateformes de stockage, séchage que tu as évoqué? Vous m'entendez, oui? Oui, du coup, c'est un projet, c'est en lien du coup directement avec la crise scolite et les moyens de lutte à venir. Globalement, tous les 2 ou 3 fois par an, il y a un comité régional de crise qui se rassemble, donc qui est piloté par l'Interpro, copiloté Interpro et DRAF, Grand Est. L'idée, c'est de rassembler toutes les parties prenantes autour de cette crise, donc forestiers, transformateurs, opérateurs de la récolte et ainsi de suite, pour essayer de délimiter des nouvelles actions et du coup faire remonter ces besoins-là à la région et au ministère. Donc les divers financeurs et parties institutionnelles qui pourraient rentrer en jeu. L'aide au stockage du coup est ressortie comme une des missions prioritaires et des actions prioritaires par la filière. Donc aujourd'hui, cette action-là, elle est dans les tuyaux au niveau de la région. Il y a de grandes chances pour qu'elle soit déployée dès 2020 et qu'elle prenne forme sur le modèle de ce qui se fait aussi en Allemagne, donc des plateformes de stockage pour des produits, c'est-à-dire des bois d'épicéa présentant de forts risques de contamination au scolite. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et Pardon, vas-y. On a une dernière question sur la tendance de la sylviculture à l'heure actuelle, avec soit plutôt monoculture et coupa blanc ou peuplement avec diverses essences et divers degrés de maturité. Donc, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du climat. Et le climat est un facteur très important pour justement l'évolution des peuplements. Donc, les pistes de réflexion actuelles sont plus, comme je le disais, sur vraiment essayer d'avoir une diversité au niveau des peuplements. Malheureusement, avec les crises sanitaires, on va aussi avoir des peuplements où on ne pourra pas faire autrement que faire des coupes rases, mais en faisant justement une reconstitution adaptée à l'écosystème de la parcelle, vraiment essayer de s'adapter au maximum au peuplement et à ses caractéristiques. Parfait, merci. Ce que je vous propose là, j'ai juste quelques éléments de conclusion que je voudrais vous apporter. Et puis, si vous le souhaitez, il nous restera probablement 10 bonnes minutes pour échanger et poser des dernières questions sur l'ensemble de la présentation. Simplement, pour finir, simplement vous sensibiliser que en matière de circuits courts et de valorisation des professionnels, on est aussi nous pleinement dans notre mission de montrer aussi le savoir-faire régional, puisqu'on met en place un annuaire qui recense, on l'espère, un maximum de professionnels de la filière forêt-bois en région Grand Est. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de manifester votre intérêt. Il y a un petit questionnaire à remplir, bien sûr, quelques photos que vous pouvez mettre pour valoriser votre activité. Et les adhérents à l'interprofession peuvent avoir une fiche détaillée. Donc, vous avez un modèle qui est présenté, ça n'aura pas forcément cette forme-là exactement, mais ça donne une idée à la fois des informations qui seront communiquées et des visuels qui pourront être mis pour montrer votre activité, votre savoir-faire.
Bien sûr, il y aura tout un moteur de recherche pour rechercher, pour que les internautes puissent trouver facilement donc, des professionnels par activité, par zone géographique ou encore par produit. Je fais le lien avec les produits bois du Grand Est, on l'a vu tout à l'heure. C'est un outil qui existe déjà et on l'actualise. On va probablement l'associer à ce nouvel annuaire pour avoir l'outil le plus exhaustif et le plus moderne possible. De la même façon, vous rappelez que l'interprofession régionale, elle travaille aussi avec ses homologues dans les autres régions de France. Nous sommes réunis au sein de l'association France Bois Région, qui elle est nationale et qui regroupe 12 interprofessions, si j'ai bien compté, mais de mémoire c'était ça. Pourquoi c'est important de vous le montrer? Tout simplement parce que si demain ou même aujourd'hui vous avez des projets dans d'autres régions de France, sachez que vous avez aussi un interlocuteur qui peut vous aiguiller sur les caractéristiques de la forêt régionale, sur les compétences sur le territoire. Et vous l'avez vu, donc aussi bien sur l'aspect sillage, construction, énergie, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, soit auprès de nous, soit directement auprès d'eux, hein, si vous avez les contacts. Voilà, si vous êtes intéressé par la situation de la filière dans d'autres régions de France. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, je pense qu'on peut se donner 10 minutes maximum hein, pour si vous avez des dernières remarques ou dernières questions que vous souhaiteriez nous poser avant que l'on conclue et qu'on close pardon, cette conférence. Voilà. Je vous invite comme toujours à utiliser le chat si vous le souhaitez. Sachez bien sûr que on restera bien sûr à votre disposition si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement. Comme je ne sais pas si vous avez des questions là, qui vous viennent spontanément, et je veux pas, on force personne bien sûr. Alors, le guide Oser le bois local sur le site de Fibois. Alors non, en fait, mais ça je pourrais vous le transmettre aisément. Ça c'est un guide qui avait été fait par nos homologues du Limousin. Donc à l'époque c'était Bois Lim, donc maintenant c'est Fibois Nouvelle-Aquitaine. Mais je pourrais effectivement vous le transmettre. Il y a plusieurs interprofessions régionales qui avaient travaillé à ce sujet et qui ont des documents complémentaires sur le sujet. Donc je prends note de la remarque et je vous transmettrai cela. D'autres questionnements, non? Thibaut, éventuellement, juste pour redire que quand tu viens de terminer, j'ai été rapidement vérifier dans mes données et que les 41% sont bien de bois énergie en production énergétique, sont bien chaleur et électricité. Et on pourra aussi transférer le document peut-être avec le PowerPoint de la réunion où c'est précisé. Merci beaucoup, Claire. Ce que je vous propose, simplement, je vous propose de terminer simplement en vous rappelant qu'on reste à votre disposition. Ce qu'on souhaitait aussi à travers cet événement, comme je le disais, hein, c'était d'avoir une vision assez large de la filière et aussi vous montrer finalement que les compétences de l'interprofession, elles s'étendent sur toute cette filière, là aussi de la graine à la cendre. Et qu'on reste bien sûr, on va dire, on peut être une première porte qu'il ne faut pas hésiter à pousser et à franchir pour vos projets, pour vos questions, et que derrière, voilà, ça fait partie de notre mission d'être un peu le médiateur de tous les professionnels de la filière et de vous mettre en contact derrière avec soit des gens qui peuvent être plus spécialisés sur un domaine précis, soit avec des gens qui ont un retour d'expérience qui peut vous intéresser. Donc voilà, c'était vraiment cette palette qu'on souhaitait vous montrer pour sortir du cadre bois construction que je développe peut-être un peu plus davantage avec vous au niveau du réseau des architectes notamment. Et que voilà, donc vous avez nos coordonnées, bien sûr, on transmettra ce diaporama avec le lien de la vidéo dès qu'il sera disponible.
Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Thibaut, avant Oui. de Oui, de toute clôturer, façon, une dernière question. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'aider les PME locales de première transformation en boostant la construction et l'ameublement en bois local? Ou est-ce qu'il y a, voilà, ils sont coincés dans leurs habitudes et comment infléchir cette courbe? Alors, simplement un premier élément de réponse, c'est vrai on le voit, je pense qu'il y a l'apparition et le développement de certaines unités quand même et de certaines productions régionales, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi. Il y a des produits qui n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Donc, comme on dit souvent, la forêt, elle met du temps à pousser, et donc c'est vrai que les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais on le voit avec le développement du bois dans la construction, il y a certaines entreprises qui se développent, et je crois que la structuration, elle est réelle. Après, elle est sûrement lente et peut-être un peu frustrante, ça on peut l'entendre aussi, mais je pense que ça va sur la bonne voie. Ça, c'est un premier élément de réponse. Je ne sais pas, Cédric, si tu souhaites développer davantage pour l'aspect première transformation. Oui, on enregistre régulièrement des demandes d'accompagnement sur l'investissement pour des entreprises de première transformation, donc ça se structure. Effectivement, après, je dirais que ça y va effectivement petit à petit, et d'un autre côté, voilà, il faut faire du lien, on était au parc naturel des Vosges du Nord la dernière fois, le constat était quand il y a des projets spécifiques et que vous voulez y associer des entreprises locales qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des produits sciés à façon, typiquement parce qu'ils font plus de l'emballage, il faut les associer très vite au projet. Il faudrait presque, quand vous réfléchissiez à des projets de construction et que vous voulez associer des entreprises locales, de presque faire une commission approvisionnement, je dirais, de manière à tout de suite les sensibiliser, puisqu'un scieur, bien souvent, achète son bois sur une année, ou tout du moins va acheter la même qualité parce que le produit à la sortie demande ce type de contrainte-là. Donc voilà, faut juste, il y a un peu d'inertie là-dedans, mais en tout cas, pour être positif, on a de nombreux dossiers d'accompagnement dans de l'évolution machine, dans des séchoirs notamment, et ça, c'est encourageant. Voilà. Bien, merci. Merci Cédric, merci Laurie. Merci Claire. Je voulais vous remercier de l'investissement dans ce projet. Merci à tout le monde d'avoir participé de manière aussi nombreuse. Voilà, je crois que ça ouvre, on l'espère, des perspectives. On espère vous y associer un maximum et vous avoir convaincu si vous ne l'étiez pas, et qu'on reste bien sûr à votre disposition. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, et puis s'il n'y a pas de remarques, on vous souhaite une excellente fin de journée, et puis à très bientôt. Vive le bois. Merci à tout le monde, bonne journée.